Lorsque l'on remonte aux sources du RPG, deux séries viennent immédiatement à l'esprit. La série Ultima, qui a déjà fait l'objet de plusieurs épisodes de Retro & Magic, et la série Wizardry, dont nous allons parler aujourd'hui. En 1980, Norman Sirotek fonde la société Sirtech Software avec pour objectif de devenir éditeur de jeux vidéo. Sirtech recrute deux jeunes game designers, Andrew Greenberg et Robert Woodhead, des passionnés de Donjons et Dragons qui vont alors chercher à recréer l'ambiance de l'exploration d'un donjon en jeu vidéo. Ce sera Wizardry, qui sort sur Apple II en 1981. Wizardry pose les bases du genre que l'on appelle désormais Dungeon Crawler. On y retrouve une vue à la première personne grâce à laquelle on dirige une équipe d'aventuriers à travers des dédales remplis de monstres, de pièges et de dangers divers. Les déplacements se font case par case, système que l'on retrouve encore à ce jour dans des titres comme Etrian Odyssey. Le jeu étant sorti il y a plus de 30 ans, on ne s'étonnera pas que ses graphismes soient très limités, se contentant de décors en fil de fer pour les donjons et de sprites grossiers pour les monstres. La plupart des interactions se font de manière purement textuelle. Le système de jeu de Wizardry est clairement inspiré de Donjons et Dragons. Les personnages peuvent appartenir à diverses races, comme les humains, les elfes, les nains, les gnomes ou les hobbits, et choisir parmi 4 classes de base, guerriers, prêtres, mages ou voleurs. On retrouve également un système d'alignement, les personnages pouvant être bons, neutres ou mauvais. Cela aura un impact sur certaines rencontres, car l'une des particularités de Wizardry est que l'on croisera parfois des monstres amicaux ne cherchant pas le combat. Des personnages bons ne seront pas contents si le joueur décide de tuer ces monstres quand même, pour le loot ou l'expérience, tandis que des personnages mauvais râleront si le joueur choisit au contraire de ne pas se battre. Lorsqu'il n'explore pas le labyrinthe, le joueur fera des escales régulières à la ville de Lil'Gamin, avec son auberge, son temple, son armurier et sa guilde des aventuriers. Wizardry est un jeu vraiment très difficile, dans lequel il n'est pas rare de se faire exterminer dès les premiers pas dans le donjon. Sans compter que le jeu n'inclut pas de fonction d'automap, il faudra donc soi-même dessiner les plans des 10 niveaux du donjon au fur et à mesure de leur exploration. Ces caractéristiques que l'on qualifierait aujourd'hui de hardcore ne l'empêcheront pas de connaître un énorme succès de par le monde. Côté scénario, l'intrigue est basique. Le seigneur de guerre Trébor possédait une amulette lui conférant un immense pouvoir. Un jour, le sorcier maléfique Werdna vola l'amulette et alla se terrer au fond de son donjon pour l'étudier. Fou de rage, Trébor a promis monts et merveilles aux aventuriers assez téméraires pour braver le labyrinthe et récupérer l'amulette. Les plus perspicaces auront remarqué que Trébor et Werdna sont en réalité les noms des deux créateurs du jeu, Robert et Andrew, écrits à l'envers. Fort du succès rencontré par le jeu, Sirtech met rapidement en chantier des scénarios supplémentaires, The Knight of Diamonds et Legacy of Lil'Gamin. Le gameplay et les graphismes n'ont pas changé d'un pouce, seuls les donjons proposés sont toujours plus retors. Chaque nouveau jeu demande d'ailleurs aux joueurs d'importer ses héros de l'épisode précédent, afin qu'ils soient déjà à haut niveau et donc capables de survivre au nouveau labyrinthe. Wizardry 1 à 3 sont souvent considérés comme formant une seule grande aventure, surnommée la saga de Lil'Gamin. Ce n'est qu'en 1987 que Sirtech publie un 4e épisode de Wizardry. Malheureusement, le jeu n'a connu quasiment aucune amélioration graphique ou technique. On retrouve toujours les sempiternels donjons en fil de fer, alors qu'à l'époque, d'autres jeux comme The Bard's Tale ou Might and Magic proposent déjà des graphismes en couleur autrement plus attrayants. S'il est techniquement daté, Wizardry 4 propose une idée originale de gameplay. Dans cet épisode, on ne joue pas une équipe d'aventuriers, mais Werdna, l'enchanteur malfaisant du premier épisode. Vaincu et jeté au fond d'un cachot, Werdna va désormais chercher à s'échapper et retrouver sa puissance d'antan. En lieu et place des habituels aventuriers, le joueur pourra donc invoquer des monstres, prêtres fous, orques ou squelettes, qui se battront pour lui. Wizardry 4 est également assez drôle, le jeu étant ponctué des ruminations maléfiques de Werdna. The Return of Werdna est un jeu extrêmement difficile, même comparé aux standards de la série. Il est régulièrement cité parmi les jeux les plus difficiles de tous les temps. Être un sorcier maléfique, ça se mérite. 1988 marque l'arrivée d'un nouveau Wizardry qui change tout. Bon d'accord, pas tant que ça en réalité. Les graphismes n'ont par exemple pas changé d'un pouce. Mais pour les habitués de la série, Wizardry 5 introduit de nombreuses et subtiles différences. S'il revient au principe des 3 premiers épisodes, c'est-à-dire la quête d'un groupe d'aventuriers dans de sinistres donjons, Wizardry 5 propose désormais plus de classes, plus de sorts, plus d'objets, des labyrinthes plus vastes, une histoire plus présente, etc.
Wizardry 5 est le premier épisode à n'avoir pas été conçu par le duo Andrew Greenberg et Robert Woodhead, qui laisse la place à un nouveau designer, David W. Bradley. En 1990 voit la sortie de Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge. Enfin une évolution visible de la saga, qui gagne des graphismes tout en couleur et une nouvelle interface jouable entièrement à la souris, imitant celle de Dungeon Master. Si Wizardry 6 reste un dungeon crawler à l'ancienne, il propose des combats plus tactiques, davantage d'interaction avec les personnages rencontrés dans le labyrinthe et un univers plus original s'éloignant des canons de Donjons et Dragons, proposant de nouvelles races inédites comme les Rawwolves et les Felpers. Certaines actions comme le crochetage d'une serrure donnent désormais lieu à une sorte de mini-jeu où le joueur doit appuyer sur la touche au bon moment. La série gagne en outre un fond de science-fiction. Les aventuriers sont sur la trace de la Forge Cosmique, un ancien artefact des Cosmic Lords, les entités quasi-divines ayant créé l'univers. La Forge n'est autre qu'une sorte de crayon magique permettant de donner vie à ce que l'on écrit. Évidemment, un tel objet n'est pas fait pour tomber entre toutes les mains. Wizardry 6 peut s'achever de plusieurs manières différentes selon les choix du joueur. Cela génère une sauvegarde spéciale qu'il est ensuite possible d'importer dans Wizardry 7, changeant le début du jeu. Deux ans plus tard sort donc Wizardry 7, qui reprend directement là où le joueur s'était arrêté. Alors que les aventuriers viennent de trouver la forge cosmique, celle-ci est dérobée par le cyborg Alethéide. Il s'avère que la forge n'est qu'un des ingrédients permettant de devenir soi-même un Cosmic Lord. L'artefact suivant, l'Astral Dominé, se trouve sur la petite planète Guardia. Plusieurs factions émergent pour s'emparer de la mystérieuse planète et du pouvoir qu'elle recèle. Suite au rôle qu'ils ont joué dans cette affaire, les aventuriers sont à leur tour emmenés sur Guardia et se mettent en quête de l'Astral Dominé. Mais dans les ténèbres du cosmos, un ennemi apparaît, le Dark Savant, un seigneur de guerre galactique cherchant à obtenir la domination sur l'ensemble de l'univers. Wizardry 7 sort enfin des donjons pour proposer une aventure au grand air, tandis que le joueur part explorer la dangereuse planète Guardia. Le gameplay conserve mais affine celui du 6e épisode, mais rend l'aspect science-fiction encore plus présent, puisque les aventuriers auront désormais accès à de nouveaux types d'armes comme des fusils blaster. L'aspect diplomatie a également été nettement renforcé, puisque le joueur sera amené à nouer des alliances avec les diverses factions présentes sur Guardia, comme la Fédération impériale Umpani ou les Trang, alliés au Dark Savant. Encore une fois, Wizardry 7 offre plusieurs conclusions, dépendant notamment des alliances du joueur. Mais pour les joueurs souhaitant connaître le fin mot de l'histoire, il faudra s'armer de patience. Before the beginning, the Cosmic Lords crafted 3 artifacts. Ce n'est qu'après quasiment une décennie d'attente que la saga des Cosmic Lords trouve sa conclusion épique dans Wizardry 8. Le Dark Savant s'est emparé de l'Astral Dominé et fait désormais route vers Dominus, le monde d'origine des Cosmic Lords, qu'il entend défier afin de remodeler l'univers à son image. Seuls les aventuriers peuvent le coiffer au poteau et empêcher son ascension. Si le joueur avait conservé sa sauvegarde de Wizardry 7, il pourra l'importer dans Wizardry 8, ce qui fera commencer le jeu de différentes manières selon les alliés qu'il avait glanés au cours de l'aventure précédente. N'y allons pas par 4 chemins. Autant les 7 premiers Wizardry ont un intérêt historique indéniable mais semblent aujourd'hui assez abscons, autant Wizardry 8 est un chef-d'œuvre à classer au panthéon des plus grands RPG jamais conçus. L'univers est vaste et vivant, l'intrigue palpitante, les combats trépidants. Le jeu est désormais tout en 3D, offrant des graphismes très réussis pour l'époque. Le joueur peut désormais se déplacer librement dans les environnements, et plus seulement case par case, même si les combats restent au tour par tour. Le système de conversation avec les personnages non-joueurs est également un modèle du genre, l'un des plus riches et complexes jamais vus dans un RPG. Wizardry 8 aura demandé des années de travail à Sirtech, et la société n'y survivra pas. Sirtech mettra la clé sous la porte peu de temps après la sortie du jeu, s'étant investi corps et biens dans sa réalisation. Un barreau d'honneur en fanfare, qui permet à la série de s'achever sur sa note la plus haute. Wizardry 8 referme toutes les intrigues commencées dans Bane of the Cosmic Forge et n'appelle donc pas de suite, malgré la présence de 3 fins différentes. Pourtant, le jeu réalise une ultime sauvegarde une fois la quête achevée, comme un clin d'œil au bon vieux temps. Very well. Était-ce pour autant la fin de la saga Wizardry ? Non, car comme nous le disions au début d'émission, la série a connu un immense succès de par le monde, et notamment au Japon.
Les Japonais sont littéralement devenus accros à Wizardry, et à la fin des années 90, avaient acheté à Sirtech les droits pour réaliser des épisodes de Wizardry pour le marché nippon. Seule une poignée de ces titres sont parvenus en Occident, et notamment Tale of the Forsaken Land, sorti sur PS2 l'année même où Wizardry 8 arrivait sur PC. Si Wizardry 8 cessait d'être un simple dungeon crawler pour devenir un RPG à part entière, Tale of the Forsaken Land dénote l'affection des Japonais pour les épisodes fondateurs de la série. Il s'agit donc d'un pur dungeon crawler avec toutefois des graphismes tout en 3D et une réalisation très soignée. Les développeurs d'Atlus ont su conserver les piliers de la série tout en supprimant certains aspects trop vieillots et en ajoutant leurs propres ingrédients comme par exemple des actions combinées lors des combats. Synthèse de ce que les 6 premiers épisodes de la série proposaient de meilleur, Tale of the Forsaken Land est probablement la quintessence du dungeon crawler à la Wizardry. Il mérite de trôner aux côtés de Wizardry 8 en tant que meilleur titre de la série. Wizardry continue de connaître de nouveaux épisodes au Japon, dans le cadre de la Wizardry Renaissance, une tentative de remettre la franchise sur le devant de la scène. Ce mouvement conduira à la sortie en 2009 de Labyrinth of Lost Souls, un épisode ultra old school en téléchargement, et en 2012 de Wizardry Online, le MMORPG free-to-play inspiré de la série.